Bonjour chers apprenants et bienvenue à la plateforme eSchool. Je suis M. Bakwate Giovanni Destin, enseignant de SVTE-HB. Dans le but de renforcer vos capacités et de vous préparer aux examens officiels du Cameroun, nous allons travailler en SVTE-HB au probatoire, baccalauréat et BEPC. Chers apprenants, n'oubliez pas de laisser vos impressions, vos questions, partager et liker. Aujourd'hui, nous allons corriger l'épreuve de SVTE-HB au BEPC. Il faut savoir que SVTE-HB est coefficient 2 et l'épreuve comporte deux parties. La partie A, qui est l'évaluation des ressources. Cette partie comporte deux exercices. Exercice 1, évaluation des savoirs, et exercice 2, évaluation des savoir-faire. La deuxième partie est l'évaluation des compétences qui est notée sur 10 points. Commençons donc avec la première partie qui est l'évaluation des savoirs. Cette partie, nous allons engager avec l'évaluation des savoir-faire. Le premier exercice de l'évaluation des savoirs est de type question à choix multiple. On te dit, chaque série d'affirmations ci-dessous comporte une seule réponse juste. De reproduire le tableau et écrire sous chaque numéro de la question la lettre qui correspond à la réponse exacte. Pour la première question, on te dit, la maladie suivante est causée par un protozoaire. On propose le tétanos, la fièvre Ebola, la tuberculose et le paludisme. On sait que le tétanos est une maladie causée par une bactérie, à savoir le bacille tétanique. La fièvre Ebola est causée par un virus, à savoir le virus Ebola. La tuberculose également est causée par une bactérie, à savoir le bacille de Koch. Et le paludisme est causé par un protozoaire, à savoir le plasmodium. Donc, la bonne réponse est la proposition D. En ce qui concerne la deuxième question, on te dit, le syndrome de Klinefelter est A. Un cas de trisomie. B. N'atteint que les sujets mâles. C. Constitue la trisomie 21 et D. Est une maladie héréditaire. On sait que le syndrome de Klinefelter fait partie des anomalies chromosomiques qui affectent la 23e paire de chromosomes. Donc, chez les individus atteints du syndrome de Klinefelter, la 23e paire est notée XXY. De ce fait, nous devons donc choisir la proposition A. Pour la troisième question, on te dit, la révolution cardiaque commence toujours par A. La diastole, B. La systole auriculaire, C. La systole ventriculaire, D. Le repos compensateur. On sait que la révolution cardiaque est encore appelée le cycle cardiaque, qui est un ensemble constitué de la systole auriculaire, la systole ventriculaire et la diastole générale. On sait également que la systole auriculaire correspond à la contraction des oreillettes qui poussent le sang vers les ventricules. La systole ventriculaire, quant à elle, correspond à la contraction des ventricules qui poussent le sang vers les artères. Et la diastole correspond au relâchement du cœur. Donc, un cycle cardiaque commence toujours par la systole auriculaire. Chers apprenants, vous devez nous laisser en commentaire la réponse à la question suivante. Pourquoi dit-on que le cœur est un muscle infatigable? Pour la question 4, on te dit, la roche suivante est un combustible fossile. A. Le sable. B. L'argile. C. Le charbon. Et D. Le gypse. Il faut savoir que les combustibles fossiles sont des roches carbonées, c'est-à-dire les roches riches en éléments carbone. Donc, sur ce fait,
Nous pouvons donc dire que la bonne réponse est la proposition C. Chers apprenants, pour résumer les propositions telles qu'il était demandé au début, de faire un tableau et faire correspondre les lettres aux questions. Nous avons donc choisi la réponse D pour la première question, la réponse A pour la deuxième question, la réponse B pour la troisième question et enfin la réponse C pour la quatrième question. Passons maintenant à l'exercice 2 qui est l'exploitation des documents. On te dit, le document ci-dessous présente les étapes d'un phénomène qui se déroule dans l'organisme de l'homme. On te présente 4 schémas. Le schéma A, le schéma C, le schéma D et le schéma B. Cher apprenant, tu constates que les schémas présentés représentent un phénomène précis qui t'a été enseigné pendant le cours. On te dit donc de proposer, d'identifier le phénomène. On sait très bien qu'il s'agit de là, lorsqu'on regarde les schémas proposés, on voit bien qu'il s'agit des étapes de la phagocytose. Il s'agit bien de la phagocytose. On te demande en deuxième question de classer dans l'ordre ces étapes. Tu vois donc que dans le schéma A, la bactérie est à l'intérieur du phagocyte. Ça veut donc dire que cette étape correspond à la digestion du micro-organisme par le phagocyte. Lorsqu'on regarde le schéma C, on voit bien que les débris de bactéries sont à l'extérieur du phagocyte. Donc, ce schéma correspond au rejet ou l'exocytose des débris par le phagocyte. Lorsqu'on regarde le schéma D, on constate que le phagocyte est en train d'absorber le micro-organisme ou la bactérie. Donc, ceci correspond donc à l'ingestion. Donc, s'il faut classer ce schéma, nous allons donc dire que les étapes de la phagocytose sont le B, le D, le A et le C. Passons actuellement à la partie B, qui est l'évaluation des savoir-faire et ou des savoir-être. L'exercice 1, qui est intitulé « Bonne pratique des mesures permettant de limiter les risques de contamination ». On te dit, votre frère s'est blessé au genou à la suite d'une chute à vélo. De retour à la maison, il te sollicite pour s'occuper de lui. On te demande de citer les 3 étapes simples de traitement de sa blessure et donner l'importance de chacune de ces étapes. Nous savons donc que pour le traitement d'une blessure, 3 étapes sont importantes, à savoir la première étape qui est le nettoyage, c'est-à-dire après avoir porté les gants, s'il en existe, il faut laver la blessure avec de l'eau tiède. Cette méthode est importante dans la mesure où le port des gants permet d'éviter une nouvelle contamination et le lavage permet d'éliminer les débris et certains micro-organismes pouvant se trouver sur la blessure. L'étape 2 est la désinfection qui consiste à appliquer un antiseptique local, à savoir la bétadine, l'eau oxygénée. L'importance est de limiter l'infection de la blessure. Et enfin, la troisième étape est le pansement, c'est-à-dire appliquer un pansement stérile à l'aide d'un bandage adhésif ou non. Cette étape est également très importante parce qu'elle permet de protéger la blessure et éviter une nouvelle contamination par le microbe.
En exercice 2 dans cette pratique, qui est intitulée « Pratique bonne à propos pour une bonne circulation de sang », on te dit Fopo est un jeune garçon d'une quinzaine d'années environ qui aime manger des aliments gras. Ses tenues préférées, c'est le corps. On te dit propose à ce dernier un conseil en rapport avec chaque attitude pour améliorer la circulation sanguine. Cher apprenant, on te dit Fopo est un jeune garçon d'une quinzaine d'années environ. Il aime manger des aliments gras. Ses tenues préférées, c'est le corps. Et on te demande de proposer des conseils pour améliorer la circulation sanguine. Nous pouvons donc dire que les conséquences liées à la consommation des aliments gras sont que les aliments gras gênent la circulation sanguine. Les aliments gras gênent la circulation sanguine. Parce que lorsqu'on consomme les aliments gras, il y a dépôt des graisses ou du cholestérol dans les vaisseaux sanguins et ceci contribue à la formation des plaques d'athérome. En ce qui concerne la conséquence liée au port des tenues serrées, il convient de dire que le port des tenues serrées ralentissent la circulation sanguine. Le port des tenues serrées ralentissent la circulation sanguine. Ceci provoque des enflux, des pieds froids et encore des varices. On te demande de proposer à ce dernier des conseils en rapport avec chaque attitude pour améliorer la circulation sanguine. En ce qui concerne les aliments gras, pour améliorer la circulation sanguine, il faut tout simplement limiter la consommation des graisses. Et ensuite, pratiquer quotidiennement des activités physiques et sportives. En rapport avec les tenues serrées, comme conseil, nous pouvons proposer de porter les tenues amples. C'est-à-dire, les individus doivent arborer des tenues amples. Passons actuellement à l'évaluation des compétences. Cette partie est également notée sur 10 points. La compétence visée est lutter contre le paludisme et la fièvre Ebola. Donc, cher apprenant, tu dois mobiliser les ressources pour lutter contre le paludisme et la fièvre Ebola. Bien. Actuellement, passons à la situation problème. On te dit, nous allons lire ensemble. Dans un village nommé Bogo, abondent des animaux sauvages qui constituent la source alimentaire principale des habitants. De l'eau, un chasseur présente les symptômes suivants. Fièvre, maux de tête, perte d'appétit, diarrhée, des frissons et des douleurs musculaires. Il se met sous traitement antipalustre car il est convaincu qu'il souffre du paludisme. De nombreux amateurs et consommateurs du gibier du chasseur Ndolo présentent aussi les mêmes symptômes. Votre petit frère se demande de quoi souffrent Ndolo et autres. Tu es invité par une élite du village Bogo pour mener une campagne de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le paludisme et la fièvre hémorragique Ebola. Reprenons actuellement la situation de vie. Dans un village nommé Bogo, abondent des animaux sauvages qui constituent la source alimentaire principale des habitants. Ndolo, un chasseur présente les symptômes suivants. Fièvre, maux de tête, perte d'appétit, diarrhée, frissons et douleurs musculaires.
Il se met sous traitement antipalustre car il est convaincu qu'il souffre du paludisme. De nombreux amateurs et consommateurs du gibier du chasseur Ndolo présentent aussi les mêmes symptômes. Votre petit frère se demande de quoi souffrent Ndolo et autres. Tu es invité par une élite du village Bogo pour mener une campagne de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le paludisme et la fièvre hémorragique Ebola. Première consigne. Au cours d'une causerie éducative, explique à la population du village que leur frère Ndolo ne souffre pas de la fièvre hémorragique en mettant en exergue la durée d'incubation du gène. Cher apprenant, on te dit, au cours d'une causerie éducative, tu dois expliquer à la population du village que Ndolo ne souffre pas de la fièvre hémorragique en mettant en exergue la durée d'incubation. Ça veut dire que ta production doit être une causerie éducative ayant pour cible les populations du village Bogo. Dans ta production, tu dois évoquer l'absence de la fièvre hémorragique chez le chasseur. Et tu dois insister sur la durée d'incubation du germe. S'appliquant dans ces arguments, nous pouvons donc émettre quelques éléments clés du développement, à savoir l'absence des symptômes caractéristiques de la fièvre hémorragique Ebola. Nous savons tous que la fièvre Ebola est caractérisée par des maux de gorge, des hémorragies externes et internes, des éruptions cutanées. Mais chez le chasseur, on n'observe pas les symptômes. On constate également que, et vous savez, que la durée d'incubation de la fièvre Ebola est de 2 à 21 jours. La période d'incubation est la période qui va de la contamination de la maladie jusqu'à l'apparition des premiers symptômes. Or, chez Ndolo, on constate qu'il n'y a pas apparition des symptômes caractéristiques de la fièvre Ebola, alors que la période d'incubation est bien longue. Donc, voici un exemple de production que tu devrais faire. Tu devrais commencer par remercier celui qui t'a remis la parole. C'est le cas en disant « Merci, monsieur le modérateur, de m'avoir passé la parole. Chère population de Bogo, bienvenue à cette causerie éducative au cours de laquelle nous allons, à partir de la période d'incubation de la fièvre hémorragique Ebola, montrer que Ndolo n'en souffre pas. En effet, après la contamination, il faut attendre 2 à 21 jours pour voir apparaître les symptômes de la fièvre Ebola, particulièrement les maux de gorge, les éruptions cutanées et des hémorragies externes et internes. Au vu de la durée d'incubation, les symptômes propres à cette maladie devraient déjà être présents chez Ndolo et même chez les acheteurs et consommateurs de la viande, ce qui n'est pas le cas. Et si les consommateurs de la viande ainsi que Ndolo ne présentent pas ces symptômes, donc on peut affirmer qu'ils ne souffrent pas de la fièvre hémorragique Ebola et que probablement ils seraient souffrant du paludisme. Dans la deuxième consigne, on te demande de produire dans un texte de 8 lignes maximum que tu dois sensibiliser la population sur la lutte contre le paludisme. Donc, ta production doit être un texte de 8 lignes et tu dois sensibiliser la population sur la lutte contre le paludisme.
Voici un exemple de production. Afin de préserver les vies et réduire la prévalence au paludisme, chère population, nous devons dormir sous une moustiquaire imprégnée, nettoyer les alentours des maisons, drainer les eaux stagnantes, utiliser les pommades répulsives des moustiques, dépister les malades et les soigner. Et enfin, tu devras toujours te rassurer de quitter ta consigne avec une formule de politesse. C'est le cas ici que tu constates qu'on t'a dit « Je vous remercie pour votre aimable attention ». Consigne 3, on te demande de proposer un slogan pour sensibiliser dans le cadre de la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. Tu sais très bien que un slogan est une phrase courte qui exprime une idée importante. Donc, tu dois produire un slogan pour sensibiliser la population dans le cadre de la lutte contre la fièvre Ebola. Chers élèves, tu as plusieurs slogans que tu peux proposer. Nous pouvons donc t'aider avec quelques slogans, à savoir ensemble, luttons contre la fièvre hémorragique Ebola en évitant de consommer les animaux sauvages d'origine douteuse. Ensemble, luttons contre la fièvre hémorragique Ebola en évitant le contact avec les sécrétions corporelles des malades. Chers apprenants, nous sommes arrivés au terme de cette correction du sujet de SVTE-HB au BEPC session 2022. La prochaine fois, nous allons corriger l'épreuve de SVTE-HB au BEPC session 2021. N'oublie pas de laisser des commentaires, de partager et de poser tes préoccupations. Nous sommes là pour répondre. Merci et à bientôt.